Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0, sans Xavier cette semaine. Mais avec JC qui s'y colle. Voilà, Bravo, donc on va faire ce qu'on peut. Hein. C'est un coup d'état. Et donc les joueurs ont pris le contrôle de l'émission, ceci est un putsch, et nous allons parler de jeux vidéo. On va parler de jeux vidéo avec Freelancer sur PC et IGI 2, toujours sur PC aussi. On parlera de Mortal Kombat Deadly Alliance sur PlayStation 2. Sur toutes les consoles là. Oui, et on va y jouer. On va jouer. On va même y jouer. C'est chouette, hein. Depuis quelques temps on joue tout le temps. Paul-Henri nous parlera de téléphone. Bah oui, il se passait plein de choses à Cannes, vous voyez, le truc, la Tu es croisette. allé au soleil Au soleil, Ouais. ouais. Et tu as pu géolocaliser des choses. Alors, se géolocaliser sur une terrasse de la croisette, c'est toujours un plaisir. Hein. Donc, je vous expliquerai comment ça marche. Voilà, et puis sinon on parlera de l'anti-spam. Oui, avec des Vincent. bons conseils pratiques pour apprendre à combattre les spams. Voilà, on parlera du Wi-Fi encore une fois avec Laurentine et le... Ouais, problème de sécurité. Voilà. Il semblerait qu'il y ait moyen de surfer gratuitement en craquant des réseaux Wi-Fi en plein Bruxelles. Bon Voilà. Dieu. Mais on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi des rencontres audiovisuelles Tout à fait. qui JC, auront lieu à Lille. tu Encore nous du mois de raconteras. mars, je vous Ouais. raconterai. c'est tu ça. nous raconteras. Ok. Et puis sinon, on parlera d'un livre, Le culte d'Internet, avec Renaud tout à l'heure. Et Paul-Henri, on va commencer par toi. Bah oui, il y avait le... Et moi Ah oui, non, mais toi, t'as rien à dire. Mais toi, t'as rien à dire. Ça c'est JC, toi. Voilà, Depuis... Xavier m'avait dit méfie-toi de JC, voilà, et il avait raison, il Donc, avait raison. Rudy va nous parler d'Animatrix, merci. Il a toujours dit qu'on faisait une équipe, qu'on travaillait un Et- peu, qu'on Voilà, présentait les c'était- jeux. venu avec on m'a quelque dit chose, one man one Rudy. vote, j'ai amené des gadgets et tout ça pour illustrer professionnellement ma séquence, et puis voilà, rien. Voilà, 5 minutes et Voilà. je contrôle déjà plus rien. Donc, c'est normal, hein. Paul-Henri. Donc 3 GSM World Congress qui Sinon s'est rien. tenu il y a une dizaine de jours à Cannes. Grande rencontre, 25 000 professionnels de la téléphonie mobile, opérateurs, fabricants de GSM, développeurs d'applications. Et puis c'est un moment extrêmement important pour de l'année parce qu'on voit ce qui va arriver sur le marché dans les semaines ou les mois qui viennent. Et pour la première fois, on n'a pas vu des PowerPoint et des belles affiches et des choses comme ça, mais des choses extrêmement concrètes. La première, ce sont les jeux. Pour ça, je vous réserverai La quelques... seconde, les hôtesses. je vous réserverai Avec quelques la fameuse petits... Engage de Nokia en fait. Entre autres, mais c'est vraiment ça, c'est le détail par rapport à tout ce qui se fait au niveau jeu. Et ça, on verra dans quelques semaines. On Mais tu fera parles bien une de démo jeux dans les complète. téléphones. Jeux dans les téléphones et uniquement des jeux GSM. Puis la deuxième chose, c'est une nouveauté dont on parle depuis un an, c'est la géolocalisation. Alors qu'est-ce que c'est la géolocalisation? C'est simplement... Je crois que si comme- Xavier était là, il ferait ça en fait. Hein. Voilà, oui, c'est ça. C'est connaître sa position par rapport aux antennes que l'on capte avec son GSM. Et donc l'opérateur peut dire à 100 mètres près à peu près où vous vous trouvez. Et puis se développe autour de ce concept de géolocalisation toute une série de services. Et notamment, on a pu faire un petit test ici à Bruxelles avec une société qui s'appelle Citineo, qui développe des applications sur iMode, sur WAP et pour Pocket PC et pour GSM plus classiques. Après avoir imaginé les projets les plus fous, le monde de la téléphonie mobile revient un peu sur Terre. La géolocalisation fait une entrée remarquée sur le marché. Ce qu'il manquait, c'était une technique qui permettait de savoir où vous vous trouviez et où se trouvent ces lieux. Cette technique, c'est la géolocalisation automatique qui permet à tout utilisateur de mobile de savoir exactement où il se trouve et de donner cette information à des fournisseurs de services comme nous-mêmes qui allons pouvoir recréer en fait sa proximité et lui proposer donc le pharmacien le plus proche, le fournisseur de tabac, de cigarettes le plus proche ou des idées de sortie qui se situent juste dans sa proximité, c'est-à-dire toute proche. L'exposition intéressante ou le bar branché ou le restaurant branché qui se situe pas loin de lui. Alors je dispose de deux objets, d'abord un PDA de type Pocket PC et puis un terminal classique qui fait du GPRS et du Bluetooth. Bluetooth, ça permet aux deux de communiquer. Là, je rentre dans le menu du City Assistant qui me propose donc
différents types de restaurants, les fast-food, home delivery, snack à proximité. Je clique sur restaurant, je demande des restaurants ouverts maintenant, ça tombe bien, on n'est pas très loin du déjeuner. On clique et on rentre en connexion. Voilà, comme on voit, donc il y a 5 restaurants qui sont proposés. Je clique sur une des icônes de restaurant. On a par exemple ici le Crescendo. On peut rentrer pour avoir plus de détails. On a bien entendu les horaires, une critique plus longue. On peut voir tout ce qui se passe à proximité, les retraits d'argent, les bars, les parkings qui nous ont semblé intéressants. Et bien entendu, on peut s'y rendre de l'endroit où l'on était avant, c'est-à-dire par exemple de la place Rogier. Et donc apparaît sur le PDA le petit itinéraire qui est cette fois-ci marqué d'une couleur distinctive. Voilà, alors ce sont des applications qui existent pour PDA et pour GSM, mais il vaut mieux avoir un écran couleur. Et là, on a un gros problème en Belgique parce qu'on prend beaucoup de retard. Le SMS a explosé, mais les écrans couleurs arrivent très doucement parce que par rapport à toute une série de pays européens, on n'a pas la subvention à l'introduction de nouveaux GSM sur le marché. Donc ça veut dire simplement qu'on n'est pas autorisé en Belgique d'offrir des GSM avec des abonnements à prix réduit. Mobiles à prix réduit. Exactement. Ça se fait, donc en France, on va trouver le GSM qu'on a vu qui coûte 650 € chez nous. Ouais. On va le trouver à 200 € accompagné d'un abonnement auprès d'un opérateur. Donc ce sont des applications qui aujourd'hui existent, qui ne sont pas encore entièrement disponibles pour le grand public. Ce sera le cas dans un mois à peu près. Mais ce sont des choses qui fonctionnent et c'est ce qui va permettre aux opérateurs de vendre leur technologie GPRS. Et pour la première fois, en fait, on a, arrivant en même temps que les appareils, des applications spécifiques pour ces nouveaux appareils, ce qui n'a pas été le cas du WAP où on a eu les appareils mais on n'avait pas les applications derrière. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un problème par rapport au respect de la vie privée? Alors là-dessus, ce sont tous les juristes qui sont en train de plancher, mais normalement, c'est vous qui décidez d'activer la géolocalisation. Parce que géolocalisation, traçabilité, on n'est pas très loin finalement. Ben, ça fait des années qu'on n'est pas très loin. En fait, c'est une technologie qui existe depuis quelques années. C'est un peu un scénario de film de science-fiction. Hein. Oui, tout à fait. Mais enfin, si une entreprise a offert des GSM à son personnel avec des abonnements, dans ce cas-là, cette entreprise pourrait demander de surveiller un petit peu où se trouvent ses employés. Quoi. Exactement. Hein, exactement. Dans un périmètre de 100 mètres, avec une précision de 100 mètres. Quoi. Cela dit, si on va faire Mais c'est une question intéressante à poser. Entre 5 et 7 pendant les heures de bureau, on peut laisser son GSM au bureau. Quoi. Exactement. Voilà. Mais c'est une question intéressante à poser à Jacques Rollon et je crois qu'on n'a toujours pas trouvé de solution complète et de réponse globale à ce problème-là. Bien, je vais m'introduire, ce qui est un petit peu particulier pour parler des jeux vidéo. Explique-nous un petit peu, je sais. Alors, je sais que tu vas nous parler d'un nouveau jeu, Freelancer, qui me faisait penser, moi, dans la description à Hegemonia. Est-ce que je suis sur la bonne piste ou pas? On est plus proche d'un Privateer que d'un Hegemonia. Privateer, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu qui était sorti il y a déjà quelques années sur PC, qui avait été créé par Origin, la boîte de Chris Roberts. Et Chris Roberts avait commencé à développer un jeu pour Digital Anvil, donc sa société, qui s'appelle Freelancer. Et il a un peu abandonné le projet, ça a été repris par Microsoft et on va tout de suite regarder des images du jeu et on va en parler. Alors le principe relativement simple, c'est à la base ça devait être un jeu ouvert, c'est-à-dire un jeu sans réel scénario. On peut évoluer dans une galaxie relativement importante et faire du commerce, faire des échanges aussi de missions pour une faction ou pour une autre. Il faut savoir qu'il y a deux factions qui s'opposent dans cette galaxie et qu'en gros les humains se sont barrés de la Terre parce que ça commençait à devenir un peu trop le boxon et ont reformé de nouvelles colonies en baptisant les planètes de noms de villes et de régions connues des États-Unis comme par exemple New York ou bien Pittsburgh, ce genre de choses. Donc le but est dans un scénario ouvert, donc de faire du commerce, de remplir aussi des petites missions qu'on peut choisir et dont on peut avoir les infos quand on va dans les différents astroports. Mais au-delà de ça, ils ont aussi greffé un vrai scénario. Ce que certains reprochent un peu d'ailleurs au jeu, c'est d'avoir malgré tout calibré quelque chose pour les joueurs qui ont envie de suivre une histoire du début jusqu'à la fin et donc de refermer un peu cet univers ouvert qui était pourtant assez prometteur. Est-ce que là on peut jouer en réseau par internet avec d'autres joueurs? Voilà, on peut jouer seul en réseau sur internet avec des vrais joueurs en face, donc c'est déjà un petit peu plus excitant. Dans un scénario ouvert, quand tu es seul, c'est un peu ennuyeux.
ennuyeux, non? Non, pas forcément, parce qu'il y a plein de petites missions, il y a plein de petites quêtes à remplir, et donc on n'est pas vraiment laissé à l'abandon dans une grande galaxie sans qu'il se passe rien. Donc il se passe toujours quelque chose. Maintenant, si on veut, on peut aussi suivre le scénario principal, qui est une histoire de science-fiction classique où on est accusé plus ou moins à tort d'un crime qu'on n'a pas commis, et qu'il va falloir se dédouaner tout au cours de l'aventure pour découvrir d'autres choses encore. Oui, c'était ma question, en quoi consistait l'histoire. Formidable. Les cinématiques sont pas mal. Les cinématiques sont pas mal. On peut peut-être juste reprocher à la réalisation d'être un petit peu bâclée à certains points de vue. Mais sinon, ça reste un très bon jeu, surtout qu'on n'en a pas beaucoup dans ce style-là pour le moment sur PC. On peut changer la visualisation parce que je vois, on est dans l'appareil là. Est-ce qu'on peut se mettre dans une autre perspective? J'ai pas changé de perspective quand j'ai fait un test. Non, là, on est en vue 3D extérieur là. Il vaut mieux avoir un point de vue extérieur. Au niveau interface, ça appréhende facilement? Au niveau de l'interface, c'est très simple. C'est parfois même un peu simpliste. C'est ce que je reproche à toute la partie gestion, échange de denrées, acceptation de missions, etc. Tout ça est un petit peu... Enfin, on sent que ça a été un peu vite fait, quoi. C'est fort simple. Par contre, tout ce qui est parti dans l'espace, comme on peut le voir sur les images, c'est très réussi, c'est vraiment très bien. Et donc, je recommande chaudement sur PC Freelancer. Quelle machine? Une bonne machine, on va dire. Mais ça, c'est la vraie question. Quelle machine? La plus grosse, hein? Bonne question, tu arrêtes, hein? Une bleue, on m'a dit. Quelle machine? Une bleue. Avec une bleue, ça marche bien. Voilà, donc Freelancer, c'est distribué par Microsoft. Oula, Microsoft. C'était pour les jeux vidéo. On va parler maintenant technologie avec les réseaux Wi-Fi, une fois de plus, avec un reportage de Laurent Sting qui s'est intéressé aux manières de se protéger quand on a un réseau sans fil chez soi ou dans sa société. Est-ce que ces réseaux sans fil sont sécurisés ou est-ce qu'on peut y pénétrer à son insu? Voilà. En Belgique, les réseaux sans fil Wi-Fi séduisent de plus en plus d'entreprises et de particuliers et des intranets se développent grâce à cette technologie. Ces utilisateurs pensent-ils à la sécurité de leur réseau? Car en utilisant des ondes radio pour transporter de l'information, il est impossible de maîtriser la portée du signal. Dès lors, si votre réseau est accessible chez vous, il peut très bien l'être également dans la rue. Suite à ces considérations est né un concept, le War Driving. War pour Wireless Access Revolution et Driving car l'expérience se fait en voiture. Un PC portable, une antenne et une carte Wi-Fi et nous sommes partis à la chasse au réseau dans Bruxelles. Donc il y a un signal très bref qui montre qu'on vient de découvrir un réseau, celui-ci. Et par contre, ce qu'on entend maintenant, les notes, je veux dire de piano, montrent, elles, qu'on est toujours à portée du réseau. Voilà. Ça, typiquement, ça nous montre qu'on est toujours à portée d'un réseau. Quand ça se coupe, bon, ben, on n'est plus à portée du réseau. Un nouveau de découvert encore. Là, on en est déjà 14 pour un bon 5 minutes de route. On avait une vague idée de ce qu'il y avait au niveau sécurité, donc des réseaux sans fil en Angleterre et des choses comme ça. On n'avait rien sur la Belgique. Donc au départ, nous, on a dit, on voudrait bien savoir ce qui se passe ici à Bruxelles. Et puis quand on a vu que les chiffres belges étaient tout à fait dans la lignée de ce qu'on voit en Angleterre et aux États-Unis, c'est-à-dire 2/3 des réseaux ne sont pas protégés, on s'est dit là, il faut quand même faire quelque chose. Il faut pouvoir expliquer aux gens, aux entreprises, aux utilisateurs. C'est une technologie très facile, mais de grâce, ne vous contentez pas de faire du plug and play. Utilisez un petit peu de protection. Ici, bien entendu, l'expérience n'est pas malveillante. Il s'agit juste de constater l'étendue du problème sans pénétrer dans les réseaux pourtant si peu protégés. Donc là, réseau. Oui, là donc, on a le choix. Il y a 3 réseaux complètement ouverts, puisque vous voyez que sur l'écran, il n'y a pas de petit cadenas. Je diminue un peu le son. On a 3 réseaux complètement ouverts et tout à fait accessibles à portée. Donc moi, ce que je pourrais faire maintenant, si j'avais des intentions de nuire ou en tout cas de profiter de la communication d'un autre, j'ouvre mon Explorer ou bien je prends une adresse IP du réseau que je touche ici. Je prends une adresse IP, je me connecte sur le réseau, alors soit je regarde un petit peu ce qu'il y a, soit le mieux, et c'est ce qu'ils font souvent, ils mettent le DHCP, donc les adresses dynamiques. Donc là, je ne dois même pas choisir moi-même mon adresse, j'ai qu'à simplement allumer mon PC en fait. Je m'arrête devant, j'allume mon PC, j'attends qu'ils prennent une adresse IP et je suis chez eux dans le réseau comme la personne qui est peut-être juste là de l'autre côté de la porte ou de la fenêtre et qui elle est en train de travailler avec son PC portable.
Donc c'est vraiment la même chose, simplement moi je suis dans la rue et on pense que je ne peux rien faire, mais je peux être tout à fait à l'intérieur. Alors j'ouvre mon PC, je peux regarder quels sont les serveurs et autres machines présentes sur le réseau en utilisant le computer browser. Je peux surfer sur Internet, s'ils ont une connexion Internet, c'est que l'adresse IP me l'a donnée, sinon je cherche, c'est pas très compliqué, et je pourrais me mettre à surfer gratuitement sur leur compte. Dès lors, que peut-on faire pour protéger l'accès de son réseau sans fil ? Rien qu'en lisant le manuel, on peut se rendre compte que dans les systèmes d'accès sans fil, on peut utiliser l'encryption, ça c'est le premier système, ne pas broadcaster le SSID, donc ne pas dire à tout le monde le nom du réseau. On peut utiliser des contrôles d'accès, dire par exemple que telle et telle carte réseau, donc telle ou telle MAC adresse uniquement peuvent se connecter au point d'accès. Alors tout ça, ce sont des couches de protection qui elles-mêmes ne sont pas infaillibles, mais qui simplement cumulées vont ralentir, vont freiner et décourager les hackers ou les utilisateurs non autorisés éventuels. Et puis par après ça, on peut ajouter un système d'authentification un petit peu plus poussé, utiliser un système Radius ou les systèmes de one-time password. On peut utiliser une segmentation, c'est-à-dire qu'on va segmenter, utiliser le réseau sans fil sur un segment de réseau différent, mettre un firewall. Bref, les moyens ne manquent pas. Et il est sans doute temps d'y penser, car dans d'autres pays, un autre concept a vu le jour, le warchalking. Des individus balisent les trottoirs de sigles indiquant les endroits où il est possible de se connecter à un réseau Wi-Fi. Activité bien entendu répréhensible. C'est pas légal parce que d'après les nouvelles lois qui existent depuis 2000 et 2001 en Belgique, c'est utiliser des ressources auxquelles on n'a pas le droit d'accès. Donc si on n'a pas le droit d'accès mais qu'on les utilise, au niveau légal, c'est punissable. Donc là, c'est clairement qu'utiliser, même si c'est pour dire je vais surfer sur le dos du voisin, on va dire, pour se limiter au cas qui serait le plus simple, rien que ça, c'est déjà illégal. Et malheureusement, la tentation est bien présente, surtout quand on sait que sur les quelques 600 réseaux sans fil de Bruxelles, 2 tiers ne sont pas protégés. Oui, 2 tiers ne sont pas protégés. Il faut quand même rappeler que les techniques de protection existent. Il y a l'encryption, je vais le redire très rapidement, mais l'encryption web, qui elle est craquable. En 2-3 heures, on peut arriver à trouver le mot de passe, enfin ça prend un petit peu plus de temps. Deuxièmement, il l'a dit pendant l'émission, on peut restreindre l'accès au réseau sans fil en fonction d'un numéro unique qui se trouve sur les cartes Ethernet des ordinateurs, ce qu'on appelle la MAC adresse. Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à craquer. Et enfin, on peut utiliser un système externe d'authentification de type Radius pour l'authentification des utilisateurs, et ça c'est quand même relativement solide, à peu près aussi solide que du réseau avec fil. Sinon, il parlait du warchalking. Toi, alors, tu as quelque chose à propos de ça ? Exactement, je voulais vous parler de ce site, donc warchalking.org, qui, un petit peu de la même manière que ce langage des symboles qu'avaient inventé les vagabonds pendant la dépression aux États-Unis. Et ces vagabonds, ils se baladaient de ville en ville et ils mettaient des symboles. Laurent, si tu veux, tu peux montrer ceux qui sont sur mon écran, qui indiquaient, par exemple, si on pouvait aller mendier dans cette maison ici, ou attention, ici il y a un chien dangereux, ici il y a moyen de demander un repas. Voilà. Ça c'est le langage des vagabonds aux États-Unis. Et ces symboles sont écrits à la craie. Ouais, c'est vrai. On repère les maisons sur les trottoirs. C'est ça, ça existe en Belgique aussi ? Tout à fait. Oui, pour piquer dans les maisons. Il y a des vagues qui sont toujours des repères à la craie. Eh bien, les adeptes du war driving, donc les gens qui vont aller repérer les réseaux sans fil, ont mis aussi un langage au point qui s'appelle le warchalking, où il y a une série de symboles, je vais essayer de les afficher, une série de symboles qui représentent un réseau ouvert, un réseau fermé. Voilà, je vais aller ici. On peut le télécharger la version en PDF, en PNG, en JPEG. Et donc ces symboles, voilà, comme celui-ci, indiquent un réseau ouvert, avec au-dessus on met l'identifiant du réseau, le SSID, et en dessous on met la bande passante disponible. Un réseau fermé, donc au-dessus on met l'identifiant réseau, on ne met pas le mot de passe, mais enfin, s'il est protégé par l'encryption web, et bien dans ce cas-là c'est un rond fermé avec un W dedans, on met le numéro de 0, le contact pour obtenir un accès, et la bande passante qui est en dessous. Voilà, donc ce sont des symboles que vous pouvez inscrire vous-même à la craie à côté d'un banc ou voir quelque part sur le sol lorsque vous vous baladez en ville et qui vous indique l'endroit où vous avez un accès sans fil. Ce qui peut être pratique parce qu'il y a des gens aussi qui volontairement peuvent laisser leur réseau ouvert et disponible pour les amis ou les passants qui voudraient se connecter pour voir l'IRAMé. Voilà, on n'a pas tous des choses à protéger. C'est quand même un peu rare ça. Écoute, je le fais moi.
Voilà. T'arrives au 35e étage. Vous avez tout près de chez moi. Non, mais moi, j'ai un voisin qui se connecte et voilà, je serai au rez-de-chaussée, je le ferai aussi. Brice c'est un hôte accueillant. Brice philanthrope. Brice courage. Mais non, je n'ai rien à protéger chez moi, donc voilà. À moins qu'ils veulent s'attaquer à mes jeux vidéo, mais ils peuvent. Je n'ai rien à cacher. Bon, j'essaie de me rattraper tout à l'heure. Rudy, Oui. que j'ai lamentablement oublié, et qui va nous parler d'Animatrix. Bah, tout d'abord de Matrix, puisque cette année 2003 sera plus que sans doute, en tout cas le producteur du film, Joel Silver, fera tout pour ça. L'année Matrix avec non pas un film mais 2 films qui vont sortir. Et un jeu. Et un jeu et des dessins animés et tout un attirail de produits dérivés, merchandising et autres collectibles comme celui-ci, voilà, joué pour adultes la plupart du temps, c'est-à-dire écrit sur la boîte. Donc un premier film, le Matrix 2, Matrix Reloaded, qui sortira le 16 mai, et en novembre, le Matrix 3, Matrix Revolutions. Il faut savoir que le 2 s'arrêtera pendant une scène importante du scénario, au beau milieu d'un combat qui ne sera pas résolu et sera immédiatement suivi en salle de la bande-annonce du 3, histoire de pouvoir vraiment attirer le spectateur du 2 immédiatement vers le 3 qui sortira en novembre. Pour la petite histoire, il faut rappeler que les frères Wachowski, qui signent donc les scénarios et les films de Matrix, avaient en 99 seulement réalisé un seul film, un thriller lesbien qui s'appelle Bound. Et avec un scénario qui était celui du Matrix 1, sont allés voir tous les studios hollywoodiens et se sont fait jeter de partout. Les gens n'y comprenaient rien. Ils leur disaient mais attendez, c'est une série de 3 films, il faut avoir l'histoire complète pour tout comprendre. Ils disaient mais donnez-la à lire. Non, elle n'est pas encore écrite. Achetez les 3 sur la base du scénario du 1, vous verrez. Et personne n'a voulu y croire, sauf Joel Silver, qui est plutôt un producteur de films de castagne, un peu blaireau aux États-Unis, et qui a vraiment décroché le gros lot. Et donc, le teasing autour de la sortie des 2 Matrix cette année 2003 commence aussi sur le web avec la publication de 9 dessins animés commandé par les frères Wachowski, scénarisé par eux et commandé à des réalisateurs japonais célèbres dans la japanimation, d'animé, manga et japonais. Donc les 3 premiers dessins animés d'une dizaine de minutes seront disponibles sur le web. Le premier est déjà posté sur le site animatrix.com. Le second sera disponible dans le courant du mois de mars, le 3e au mois de mai. Et les 5 suivants sortiront augmenté des 3 premiers sur un DVD qui sortira en juin prochain, donc les 8 petits films réalisés sur commande par les frères Wachowski. Et Gilles en parlait, un jeu va sortir également, jeu aussi par les créé, réalisé, scénarisé là aussi par ces Control Freaks qui sont les 2 frères responsables de la trilogie Matrix. Et les dessins animés sont toujours à destination des adultes et pas des enfants. Ça dépend. Il y a des enfants qui regardent Matrix, qui n'ont pas compris grand-chose. C'est pas extrêmement violent, c'est simplement un peu complexe. Mais les dessins animés sont dans la même veine, en tout cas. Les dessins animés sont dans la même veine. Le but est vraiment de développer l'univers Matrix et d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être là où s'arrête le film. Avec aussi des préquels au Matrix 1, comment est née la matrice, pourquoi les gens qui s'y trouvent sont là, comment tout ça s'est formé, comment tout ça s'est installé, tout ça à travers les dessins animés avec bien sûr une recherche graphique tout à fait particulière qui, dans le style, plaît justement aux 2 frères Wachowski. Et on peut choper ça donc sur www.animatrix.com, mais sur le site officiel qui n'est pas matrix.com, c'est tout à fait autre chose, allez-y, vous verrez. C'est whatisthematrix.com, et là il y a des tas de liens sur Animatrix, puisque c'est une filiation tout à fait officielle, voulue par les frères pour chauffer à blanc les spectateurs avant la sortie du la première suite du Matrix 1. Voilà. Voilà donc Animatrix, et un peu de musique aussi. Un clip, aujourd'hui. Belge. Je ne sais pas si tu connais ce groupe de hip-hop flamand qui s'appelle Tof van Commerce. Non mais fameux, célèbre, célèbre en Flandre. Et un des membres du groupe a opéré une carrière parallèle avec un projet qui s'appelle Ultrasonic. Et c'est le clip de la chanson Soul Power qu'on va regarder. C'est donc belge, sur un label belge qui s'appelle 541. Love is breaking people all the time. We're seeking for revenge and hope you'll get along. These days, love is weak and hate is strong. Afraid to lose what we can't control. So power. Love is breaking people all the time. While seeking for revenge and hope you get along. These days, love is weak
music and the music is in me. It's like I'm in the music and the music is in me. It's like I'm in the music and the music is in me. It's like I'm in the music and the music is in me. So power, so power. 44 times. When I feel sad or betrayed, I take my chance to dance. Way all my misery from the floor to the street. I think I just made my point, the point of no return. So everybody shake your goodies and get into the song. Let the music get to you, yeah, yeah. C'était en flash le clip? Ça avait l'air en tout cas. Ultrasonic donc, Soul Power. On se retrouve après la pub pour parler d'IGI 2, du culte d'internet, et on jouera aussi à Mortal Kombat. On va se mettre sur la tronche avec Mortal Kombat, on va même carrément commencer maintenant. D'accord. Un peu de ski, un peu de neige, plus j'ai le vertige. Voilà, j'ai une copine qui revient. Avec Fortis Bank et Snow Assistance, tu ne rateras plus tes vacances de ski. Découvrez les nouveaux Max Specials, 4 goûts uniques. Lequel tu choisis? J'adore le nouveau Italian Chicken. Un pain aux tomates séchées, un croustillant filet de poulet et une sauce Picobello Italia. Un nouveau dessert, le McFlurry Nougat. Des morceaux de nougat, des noisettes pilées, dans une crème glacée à la vanille. McDonald's, il y en a pour tous les. Try Stimorol Air Rush. It's taste to the limit. Avec la RTBF, rendez-vous au fantastique Spiroudome à Charleroi pour suivre les exploits des Spirou en championnat de Belgique, formés le 0900 27 897 et gagner des places pour assister le 15 mars à 20h à la rencontre de championnat Spirou-Villevorde. Info et tickets 071 20 60 40. Avec Vitel. Alors je te mets la patate alors, oui, si ça ne te dérange pas. Excuse-moi Gilles, il faut faire la démonstration. Oui, mais bien sûr. Oui, la démonstration est vite faite, voilà. Cette démonstration de la joie de voilà, c'est une démonstration de fair play. Oui, je suis désolé. Alors quoi de neuf dans ce Mortal Kombat 6 qui fait qu'on aura peut-être plus envie de l'acheter que les autres? Eh bien cette fois-ci il y a un passage à la 3D qui s'effectue. Bon, rien d'extraordinaire parce que tout le monde passe à la 3D, c'est le passage obligé. Mais la nouveauté qui fait l'intérêt de ce titre, c'est que chaque personnage a la possibilité de combattre avec 3 techniques de combat qui lui sont propres. Donc ici on remarque qu'il y a... chaque personnage, par exemple, a une arme blanche ou un bâton comme la blonde. Ah, c'est pas un rouleau à pâtisserie? Je crois que c'était un rouleau à pâtisserie. Évidemment, c'est tout de suite le rouleau à pâtisserie. Elle a 2 rouleaux à pâtisserie, la blonde, t'as vu ça? Elle n'a pas que ça d'ailleurs. Généralement, les jeux de combat, on pourra très vite se lasser d'une technique d'un combattant qui lui est propre. Et ici, pendant le combat, on a la possibilité donc de changer à tout moment, ce qui permet de s'adapter à l'adversaire qu'on trouve. On a chaque fois un décor différent, c'est pris au hasard ou comment ça fonctionne? C'est pris au hasard. Donc l'intérêt aussi quand on joue en solo contre l'ordinateur a une intelligence artificielle qui lui est propre et ça lui permet de s'adapter à vos mouvements préférés. Et ici le fait d'avoir 3 techniques à disposition permet de dynamiser un petit peu le jeu. Et on peut prendre des armes blanches, genre une épée, voilà, une épée, des choses comme ça. Hop là. Il y a évidemment un scénario dont tout le monde se fout puisque... Attends, je termine. Voilà. Excuse-moi, donc le scénario? Oui. On s'en fout. Le scénario d'ailleurs de la saga des Mortal Kombat avait été magnifiquement porté à l'écran avec Christophe Lambert. Tout le monde s'en souvient évidemment. Donc, autre nouveauté aussi, on a la possibilité de parcourir le jeu au travers d'une série d'initiations qui est présentée comme un mode aventure où on part
avec le guerrier qu'on a choisi, et progressivement on fait face à une série de difficultés qui permet d'aborder toutes les aptitudes de la jouabilité du titre. Donc au début on va s'atteler à différents coups, et progressivement ça va permettre de mémoriser toutes les techniques propres et de pouvoir les enchaîner à tout moment. Donc c'est quoi la suite? Excuse-moi, voilà, on va revenir à des choses nettement plus sérieuses. On va parler donc culture et société avec les rencontres audiovisuelles, les 3e du nom, qui auront lieu à Lille fin mars. Ouais, donc du 21 au 29 mars, donc pas seulement à Lille mais sur toute la métropole lilloise. Donc les caractéristiques premières des rencontres audiovisuelles, c'est un lieu d'échange. Ça va se passer comment? Je vois qu'il y a des ateliers, il y a oui, en fait on a 3 grands axes. On aura donc l'axe faire, donc ça sera des ateliers, il y aura une 20aine d'ateliers concernant l'audiovisuel. Donc ça sera des ateliers montage à vide, prise de son, direction d'acteurs, screenplay. Et voilà. Des choses très pratiques. Donc, sinon, je vois qu'il y aura une soirée en ouverture, une sorte de mélange entre DJ et VJ de tous horizons. C'est surtout musique électronique, donc ça commence en électro-rock, ambiante, et ça finit sur de la hard tech. Et donc c'est quoi le principe? C'est des DJ, des musiciens et des VJ de l'autre côté? Ouais, des vidéastes qui vont essayer de faire de la production vidéo en live, en essayant de synchroniser tout ça sur un fond musical. Et il y aura aussi quelques projections sur les balcons, des diffusions de vidéos art et de... Il y a aussi une journée multimédia qui a lieu à Roubaix, donc le 25 mars. Ouais. On va d'abord parler de l'évolution de Flash, donc en Flash MX, qui intègre toujours différents supports dans sa logique, qui à la base était un logiciel de traitement de texte, et vous voyez maintenant où il est arrivé. Ensuite, on aura beaucoup de choses sur l'open source et le copyleft. Donc je sais pas si... Oui, donc pouet. De quoi s'agit-il? Donc le copyleft c'est l'opposé du copyright, ça se trouve à ma gauche. Donc en fait le copyleft c'est juste un artiste qui va qui va mettre à disposition son œuvre, et chaque personne aura le droit de toucher, de recréer à partir de son œuvre et de la diffuser, tout en respectant toujours des droits d'auteur. Donc ça sera une licence entre qui lira l'auteur et ceux qui vont... Ouais. Et sinon, en dehors de ça, des concours, je crois, une compétition internet sur le site. On a été un peu chercher partout sur le web des productions. Et on les met en ligne à partir de demain sur ce site, donc le public pourra voter en envoyant des mails. Et le jour de cette journée multimédia, il y aura la diffusion des créations qui ont été retenues. Voilà, alors pour ceux qui sont intéressés à assister à la nuit, qui aura donc lieu le vendredi 21 mars à l'aéronef, donc à Lille, ce qui nous laisse le temps de dormir sur place et de rentrer le samedi en pleine forme, eh bien nous aurons donc 10 fois 2 places à gagner sur le site cybercafé.tv, 10 fois 2 places, et pour les gagner, il suffit de donner le mot de passe. JC, c'est toi qui vas donner le mot de passe? Visiosonic, non? Visiosonic, voilà, Visiosonic, 10 fois 2 places pour le vendredi 21 mars à Lille. Voilà, donc c'est du 21 au 29 mars à Lille, et c'est la 3e édition du festival Rencontres audiovisuelles, et l'adresse du site est sur le site de Cybercafé. Voilà, www.rencontre au pluriel-audiovisuel.org. Ok. Un autre atelier, puisqu'on va faire un peu de bricolage aussi. Un peu de bricolage. Apprendre à combattre les spams. C'est courrier qu'on ne sollicite pas. Avec des photos de pingouins. Avec des photos de pingouins, de jolies madames. Moi j'ai pas de photos de pingouins, moi j'ai un autre truc, c'est Enlarge Your Nose, je crois. Oui, Your Nose, oui. Alors comment faire pour justement combattre ces courriels non sollicités, que nos amis canadiens appellent également pourriels en bon français? Eh bien, une des premières choses à ne surtout pas faire, eh bien, c'est de répondre ou d'essayer de se désabonner de ces spams, car c'est bien là tout le problème des spammers, c'est de vérifier que votre adresse email est bel et bien active. Donc ils ont plusieurs méthodes pour trouver des emails. Comment dis-tu? Faut faire le mort. Faut faire le mort, en gros c'est ça. Ou envoyer un message d'erreur. Ou envoyer un message d'erreur, et on va y venir juste après. Donc les deux méthodes pour trouver des adresses email, soit ils achètent des CD-ROM contenant des millions d'adresses email sur le net, ça se vend en quelques dizaines d'euros, ou ils utilisent des logiciels qui aspirent littéralement vos adresses email, notamment sur les newsgroups ou sur les forums. Ou sur les pages web. Ou sur les pages web, si vous mettez votre adresse sur une page web, elle va être reprise aspirée directement. Et donc, bon plan, ne pas répondre, car
votre adresse email risque de prendre encore plus de valeur et vous serez encore plus spammé. Alors si vous recevez, avant justement de recevoir des emails, eh bien, il faut prévenir, essayer de ne pas en recevoir, évitez de laisser donc traîner votre adresse email un petit peu partout et préférez employer une adresse email alternative. Donc vous gardez votre adresse email principale pour vos proches et pour vos amis, des gens dont vous êtes sûr entre guillemets, et puis lorsque vous surfez et que vous devez laisser votre adresse sur un site quelconque, utilisez une adresse alternative. Hotmail.com en propose des gratuites, mais il y a également des distributeurs électroniques d'alias, donc d'adresses email alternatives, notamment spamex.com qui propose 500 alias possibles que vous pouvez gérer à votre guise, et vous pouvez quasi utiliser un alias à chaque fois que vous devez laisser votre adresse email quelque part. Et en plus, ça permet de repérer d'où viennent les spams et de supprimer le cas échéant. Sinon, il y a une technique encore plus simple pour les gens qui ont un petit serveur web sur l'internet avec un mail dont le nom de domaine est, disons, votre nom de famille.com. Eh bien, vous mettez un mail catcher. Donc un catch-all, c'est une adresse qui prend tous les mails qui sont envoyés à tout le domaine, et chaque fois que vous enregistrez sur un site, vous mettez le nom du site devant. Donc vous enregistrez sur le site, disons, de Microsoft, vous mettez microsoft@leblevenec.com, et quand vous recevez des spams, vous savez qui a vendu votre adresse et vous lui rentrez dans le lard. Ça, c'est méchant, ça. Un bon plan signé Dr Brice. Donc première solution, les adresses email alternatives. Et puis si vous êtes déjà contaminé, il vous faut maintenant guérir vos petits bobos de spam. Première solution, c'est d'utiliser, après Dr Brice, c'est d'utiliser les filtres intégrés à la plupart de vos logiciels mail. Outlook Express propose des solutions du genre bloquer l'expéditeur ou utiliser des filtres sur certains mots. C'est pas toujours efficace, donc je vous propose d'utiliser également des logiciels anti-spam. J'en ai sélectionné 2 pour vous. Le premier s'appelle Mailwasher, très bien, que vous trouverez sur mailwasher.com, qui est un logiciel qui est lui gratuit, qui utilise la technique des filtres notamment, mais également des listes DNSB, donc les blacklists DNS qui recensent un petit peu tous les spammers, et ce logiciel utilise ces listes pour bloquer les emails avant qu'ils soient downloadés sur votre ordinateur. Et puis un autre logiciel intéressant, mais qui lui est payant, qui coûte plus ou moins 40 €, c'est le logiciel signé McAfee, le célèbre éditeur de logiciels antivirus. C'est Spamkiller, que vous trouverez sur spamkiller.com. Et là, il y a des filtres qui sont mis à jour, à l'instar justement des logiciels antivirus, via le net. Et puis ce logiciel-là propose d'envoyer aux fournisseurs d'accès des spammers des plaintes directement. Il édite une lettre automatique et envoie la plainte directement. Encore un petit mot sur l'autre logiciel, Mailwasher. Ce logiciel utilise la technique des bounce, c'est-à-dire qu'il envoie les messages d'erreur dont Brice parlait tout à l'heure et signalait par exemple que l'adresse email est non existante, et donc évidemment le spammer vous laisse tranquille. Et puis je voudrais encore vous parler de la SpamCop, qui est la police du spam, que vous trouverez sur spamcop.org, un site tout en anglais qui envoie un courrier très officiel aux fournisseurs d'accès des spammers, et grâce à ce caractère officiel de la SpamCop, et bien souvent les spammers laissent tomber et refroidissent un peu, et encore bien souvent en plus les fournisseurs d'accès internet coupent les comptes de ces gens-là. Question d'image bien entendu publique. Voilà, et alors si vous voulez avoir les informations en français de la SpamCop, parce que c'est un site en anglais, je vous conseille caspam.org, plein d'infos pratiques sur la lutte anti-spam. Voilà, et la meilleure solution étant quand même de finalement pas laisser traîner son adresse mail partout, c'est clairement. Alors 2 petites informations supplémentaires assez importantes. Mozilla, donc le logiciel open source qui vous permet de surfer le web mais également de lire vos emails, a introduit dans la version 1.3 bêta qu'on peut télécharger aujourd'hui pour toutes les plateformes, tous les operating systems, un système de filtrage des junk mails qui est basé sur un algorithme appelé Bayesian. En gros, il apprend à connaître le type de mail que vous recevez de vos amis et celui que vous rejetez parce qu'il est du spam, et de petit à petit, il apprend à connaître vos habitudes de lecture et votre profil, et il va donc séparer le junk mail du mail normal. Et une autre information, cette fois-ci amusante, la palme de l'originalité pour les outils de lutte contre le spam. Figure-toi que la loi aux États-Unis n'est pas équivalente pour chacun des États. Il y a des États dans lesquels il n'y a pas de loi contre le spam. Et par contre, il y a partout une loi contre l'utilisation de données sans l'autorisation de leur auteur, qui protège donc les droits d'auteur. Une société a décidé de mettre en place un système où on va écrire des haïkus. Des haïkus, ce sont des tout petits poèmes japonais, japonais. Eh bien, ces haïkus, vous allez les paramétrer dans les headers de vos mails, de manière à ce que les gens qui veulent recevoir les mails, s'ils sont signés par ce haïku,
ils sont lus. S'il n'y a pas ce haïku, ils sont rejetés. Donc c'est un service payant qui va filtrer en fait vos mails sur la présence de ce petit poème. Si jamais un spammer voulait vous écrire sans votre autorisation, il devrait mettre ce petit poème. Or, il malheureusement, ne le met pas. ce poème est protégé par le droit d'auteur. Et dans ce cas-là, vous avez un arsenal juridique pour attaquer le spammer. Voilà. C'est assez amusant. Et des petits poèmes japonais, pourquoi? Parce que c'est tout court et que ça rentre dans un header. Une idée assez originale. Voilà. Merci Brice. Oui, merci Brice. Toujours plus de poésie. On va La rose. On va parler jeux vidéo maintenant. Donc, on va parler de IGI 2. Project, non, Cover Strike. Pas Coven Strike, hein, Pas ça c'est un Coven Strike, couvent, voilà. c'est pas la même chose. J'espérais. Je J'ai lu le pré-sommaire, je me suis dit, tiens, ça va se passer dans un couvent. Non, je l'ai lu sur un site en plus, Ah Coven oui. Strike, donc ça existe, il y a des gens qui y ont cru. Non, ça ne se passe pas du tout dans un couvent, c'est un jeu d'infiltration, on pourrait dire, un peu dans la veine de Splinter Cell, où on incarne donc un type à la solde du SAS, donc le service antiterroriste anglais, si je ne m'abuse. Peut-être, oui, c'est ça. Je sais pas. Je connais Malco, mais j'imagine. Et donc le but du jeu, ça va être de s'infiltrer un peu partout et de remplir des missions aussi diverses et variées que de désamorcer des situations brûlantes face à des terroristes. Je propose qu'on lance tout de suite les images. What are we after? All in good time, Jones. Now listen up. These guys guard access to a mining tunnel leading to the weather station. This is your point of entry. A direct assault is not an option. Sneak through the compound, get over the river into the mine shaft. You can recon the area with a map computer. Use your binoculars to observe their patrol routes. Stealth will be vital, so keep it quiet and stick to silenced weapons unless you have no other choice. Voilà, donc le monsieur le dit lui-même, stealth is going to be vital, donc il va pas être question de rentrer là en sortant les armes et en tirant dans tout ce qui bouge. Il va falloir pas de Mortal Kombat. Pas de Mortal Kombat à l'affiche. Il va dommage. falloir être un petit peu plus subtil et donc s'infiltrer en essayant de se faire le moins possible repérer par les méchants qui sont dans la base, en tout cas pour le premier niveau. Même si Alors, c'est un FPS. ça reste malgré tout un FPS, mais on sort un first person shooter, donc un jeu de tir à la première personne. On en sort un peu du cadre strict ici, puisque justement il ne s'agit pas de dégommer des ennemis à la volée, il s'agit de faire preuve d'un petit peu plus d'astuce, notamment en observant le terrain avant d'y pénétrer, donc en regardant un peu les habitudes des gardes, ça rappelle un peu Metal Gear Solid, en regardant dans quel sens ils vont, ce qu'ils font comme tour, etc. et en essayant de s'infiltrer en rencontrant le moins possible, ou en tout cas en n'éveillant pas l'attention des autres. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu le développement du projet, on se souvient du premier épisode qui était Project IGI, qui était à l'époque sorti chez Eidos, qui était une catastrophe sans nom, puisque l'intelligence artificielle des ennemis était tout bonnement achetée. Donc, finalement, le jeu avait perdu une bonne partie de son intérêt. Ici, ils ont un petit peu amélioré le côté IA. Les ennemis répondent un peu mieux. Il y a quand même encore moyen de les blouser en les attirant notamment dans des endroits assez fermés, où ils ont la fâcheuse habitude de rentrer sans trop crier gare et donc se faire dégommer comme des lapins. Mais sinon, pour le reste, ils sont un petit peu plus malins, c'est-à-dire qu'ils entendent du bruit, ils vont voir ce qui se passe, il y a quelqu'un qui disparaît, qui ne revient pas de sa ronde, ils vont voir ce qui se passe aussi. Donc ça nécessite une grande étude avant de rentrer dans le jeu, pour savoir un peu comment tout ça fonctionne et comment est-ce qu'on va pouvoir s'infiltrer de la meilleure manière possible. Parce qu'il y a la bonne stratégie. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin d'accès, on peut choisir de passer par tel ou tel passage selon qu'on On a des outils pour justement étudier cette stratégie, on a des plans avant. Alors on a une carte en permanence de l'endroit où on se trouve, avec en permanence aussi la position et la direction des ennemis. On a aussi toute une série de gadgets comme les jumelles digitales, qui n'ont rien à voir avec nos amis irlandais. On les salue d'ailleurs. On a aussi des choses qui nous permettent de voir dans le noir, donc un peu comme dans Splinter Cell, un thermal, je ne sais plus quoi. Vision. Voilà, thermal vision. C'est une vue infrarouge. C'est une vue infrarouge. C'est une vue infrarouge, la chaleur thermique. Ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que dans le premier épisode, c'était un des premiers jeux qui avait un petit peu essayé de développer le sentiment de côté loup solitaire, immersion, avec des cartes très très grandes et une approche du terrain beaucoup plus... Il est très présent, enfin on est très très vite dans le jeu, on est très très vite dans l'ambiance, si on se prémunit en coupant la musique qui est absolument insupportable comme on peut l'entendre. Mais sinon pour le reste c'est vraiment très très réussi, on est bien immergé dans le jeu et... Parce que les maps sont grandes. Un peu musique de film américain. Dans le premier épisode, les maps étaient immenses, je veux dire, on pouvait... Elles sont relativement grandes aussi, donc il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, du coup moyen
d'attaquer une phase sous plusieurs angles en fait. On n'a pas vraiment un chemin tout tracé, scénarisé, scripté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des scènes en plein air, si j'ai bien vu. Il y a des scènes en plein air, il y a des scènes dans la ville. Ça change un peu des jeux d'infiltration où tu passes la journée dans des couloirs à éteindre des lampes. Donc là, il y en a un peu pour tous les goûts. Et franchement, au niveau graphique et au niveau moteur, si on a une bonne machine, c'est bien fait. Voilà, c'est assez réaliste. Bon, l'intérêt étant dans ce cas-là de se planquer et d'attendre que ça passe, mais pas d'y aller franco dans l'art. Voilà. Donc je dis toujours Project IGI2, Cover Strike, et on a... Qui est le monsieur sur la pochette? C'est le monsieur IGI, voilà, c'est ça. C'est censé être le personnage. Non, je crois que c'est le gars qui a inspiré en fait le véritable agent du SAS, qui a servi de consultant technique. Je pense que c'est lui aussi qui a posé sur les photos. Et on a 10 exemplaires à offrir. Et oui, nous avons 10 exemplaires à offrir, toujours sur le site cybercafé.tv, un site à aller visiter chaque semaine, régulièrement. Et pour gagner ces 10 exemplaires de Cover Strike, pour quelle plateforme? Toutes les plateformes? C'est pour PC, et c'est la Limited Edition. Ok, donc, Limited Edition pour PC. C'est la version complète, mais c'est dommage que j'ai pas de PC, j'en avais gardé une. Il y a des bonus? Non, c'est juste marqué Limited Edition. Dessus, mais vous allez simplement sur le site de cybercafé.tv et non, allez, arrête. Et vous mettez le mot de passe qui sera Gilles, le mot de passe. Je ne sais pas. Ben moi je propose non, David Jones. C'est le nom du héros dans IG. Voilà, David Jones. Le mot de passe pour gagner, il y a 10 exemplaires à gagner. Voilà, sur PC donc. On va passer à la littérature avec Renaud. Eh bien, quelle transition, oui, parce qu'en fait... je n'ai pas le talent de Xavier pour les traditions. C'est vrai. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un livre qui date de 2001, qui s'appelle Le culte de l'Internet de Philippe Breton. En fait, Philippe Breton nous invite à une réflexion extrêmement critique sur le développement d'Internet et sur la question du lien social. Est-ce qu'Internet va dissoudre le lien social? Qu'en est-il de l'homme? Est-ce que finalement, dans toutes ces tendances technologiques, où finalement on a deux clans, on a d'abord ce qu'on a appelé les technophobes, qui sont vraiment des anti-Internet, anti-technologie, et de l'autre côté, on a les tout-Internet. On va prendre l'exemple, en France, on a eu Jospin, tout Internet, même Chirac, tout Internet. Et là, en fait, ça s'inscrit, lorsqu'on analyse les racines, dans une forme de religiosité qui a été mise en place, en fait, par deux personnages extrêmement importants dans toute l'histoire de la cybernétique. Le premier n'est autre que Norbert Wiener, qui est le créateur de la cybernétique. C'est lui qui a écrit le premier bouquin sur la cybernétique. Et l'autre personnage n'est autre que Teilhard de Chardin, avec ses concepts de noosphère, etc. Et donc on est confronté à un aspect qui est le suivant. Internet à l'heure actuelle, est-ce que ça dissout le lien social? Étant donné que l'idée, c'est finalement à travers Internet, il n'y a plus de médiation. Or, nous sommes finalement un exemple flagrant et vivant de médiation parce qu'il y a une émission Cyberculture, Cybercafé, qui est en fait animée par des individus. Donc là, en fait, on montre bien que l'on peut créer ce lien, qu'il faut le créer, qu'il faut être vigilant et qu'il faut finalement réinscrire les valeurs humanistes au sein d'Internet, qu'il ne faut pas justement tomber dans cette idée du tout technologique. Voilà. Il n'est pas certain qu'Internet soit une formule magique qui améliore le monde, mais qui peut aussi être, comme chaque technologie finalement, un côté positif et un usage négatif. Oui. L'Internet aussi a peut-être un côté négatif. Donc nous devons toujours rester vigilants et finalement l'écrit a toujours sa place. Le culte d'Internet, donc, de Philippe Breton, aux éditions... De la Découverte. De la Découverte. Et nous, on a encore des concours. On a encore un concours, un dernier concours. Comme chaque semaine, nous avons un téléphone NEC 22i à gagner, le dernier modèle. Que tu n'as toujours pas. Que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais je vais me rattraper. Il sera donc possible d'en gagner un, ainsi qu'un abonnement de 4 mois au service e-mode. Ça vaut vraiment la peine d'aller sur cybercafé.tv. La question de cette semaine, combien de caractères au maximum peuvent contenir les iMails? C'est pas un email, hein. Les iMails qui sont donc ces emails que vous pouvez recevoir sur votre téléphone e-mode. Combien de caractères au maximum peuvent-ils contenir? Voilà. Si vous connaissez la réponse, eh bien, ruez-vous sur cybercafé.tv. Avec 3 pour faire un dessin. 255. Voilà. Alors, JC, la semaine prochaine, côté joueurs et JC, voilà, nous aurons une émission spéciale consacrée aux jeux en ligne. Exactement. Donc les jeux en ligne depuis votre PC, depuis votre console, quels sont les grands jeux? On va rencontrer des gamers. Voilà, on peut jouer par Internet, soit à plusieurs, soit à de grands nombres de personnes dans les jeux massivement multiplayer. Oui, les Coréens sont de grands spécialistes. Exactement. Même au Japon, dans les salles de classe, il y a certaines salles arcades qui sont directement organisées, où là, c'est devenu vraiment
le commun C'est des devenu un mortels. sport, en fait. C'est devenu un sport, Un il y a sport des championnats national du monde, avec des etc. championnats, etc. Oui. Alors on ne parlera peut-être pas des Coréens, mais en tout cas on rencontrera des gens qui sont passionnés, des joueurs, et on verra quelle est l'offre disponible Voilà, on la verra semaine un peu prochaine. on verra un peu les Une jeux, émission à ne pas rater. les jeux online qui cartonnent pour le moment. Et puis vous retrouverez Xavier aussi. On va préparer des Baxter de sang, ça va pisser, signer. Non, c'est pas très violent comme C'est jeu. soft. C'est soft. Oui. On parlera de Ça parle beaucoup. communauté, de monde Voilà. persistant et des choses comme ça. Et ça cause beaucoup, oui. Et ce sera une avant-première, non? Je crois qu'on aura une démonstration en avant-première d'un service... On parlera de Xbox Live et des Xbox Live. autres consoles, puisque le mois de mars est significatif de l'arrivée des consoles. Sur le web. Qu'on a déjà Sur le web. qu'on a pu tester, c'était génial d'ailleurs. On a bien rigolé avec des Français. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye.